Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur le Volvo XC90. Il n'y a presque pas de problème sérieux avec le câblage interne. Seul le drainage des trappes peut vous gâcher les nerfs, et un drainage du bouclier moteur obstrué peut provoquer des pannes fatales des unités de commande. Même le câblage multiplex de Volvo avec un bus CAN ne pose aucun problème, ne décharge pas la batterie et ne provoque pas de problème dans diverses unités. Ici, le calculateur d'embrayage de la transmission intégrale meurt avec une régularité enviable. L'étanchéité du câblage entrant en souffre, il est fortement recommandé de le retirer et de le recouvrir de mastic toutes les quelques années, ne comptez pas sur le composé de fissuration et le caoutchouc. Les problèmes d'inondation des unités de commande dans la cabine et du module SEM sont quelque peu exagérés. Ils échouent à cause de la corrosion, mais cela n'est pas nécessairement associé à l'inondation de l'unité due au drainage. Les problèmes surviennent souvent sur les machines dotées de trous de drainage parfaitement propres et qui passent la majeure partie de leur vie dans des régions au climat sec. C'est juste que si la cavité interne est humide et que le joint du bloc est brisé, alors cela suffira. La durée de vie relativement courte des disques de frein est une caractéristique de tous les véhicules lourds, et les disques ne tombent pas en panne à cause de l'usure, mais à cause des battements, qui sont affectés par la température élevée du système de freinage. Sinon, tout est fait avec qualité, pour durer. Les canalisations sont plus fiables que celles de Mercedes, tout comme le bloc ABS. Les étriers ont également une bonne marge de fiabilité. L'élément le plus gênant de la suspension sont les moyeux, tant avant qu'arrière. Sur une voiture lourde, ils tombent régulièrement en panne, ils ont très peur des petits chocs latéraux, et sur les voitures des premières années de production, ils se révèlent souvent non scellés et commencent à bourdonner à cause de la corrosion. De nos jours, il existe en vente des moyeux non originaux d'une qualité supérieure à l'original. Les propriétaires de voitures expérimentées les utilisent le plus souvent. Une autre caractéristique de la suspension est la charge élevée sur la rotule de la suspension avant, mais elle peut être changée séparément et est peu coûteuse. Il suffit de se donner pour règle de la changer sans attendre un jeu sérieux. Une courte durée de vie des biellettes et des extrémités de direction est typique des voitures qui roulent sur l'asphalte, et elles développent également des cognements précoces dans la crémaillère de direction. Cependant, le cognement ne progresse généralement pas, il n'y a presque pas de jeu et le support n'est pas sujet aux fuites, et le remplacement des tiges ne pèsera pas sur le budget. Une courte durée de vie des pompes de direction assistée est typique des voitures Volvo de cette période. Il est recommandé de maintenir le niveau d'huile normal et de surveiller l'état du radiateur de direction assistée. Il est situé dans un très mauvais endroit. En général, la durée de vie des suspensions est plus que décente, sauf qu'avec les 600 lignes et lors de l'installation de pneus à profil bas, la suspension commencera à attraper le propriétaire. Les moyeux ne tomberont pas en panne après 50 à 80 000 km, mais après 30, la ressource du bloc silencieux arrière dans la suspension avant diminuera à 40 à 50 000 km, et dans la suspension arrière, la plupart des éléments n'atteindront pas des centaines. Dans des conditions normales de fonctionnement et avec le bon choix de composants, la suspension dure longtemps, au moins jusqu'à 150 000 à environ ce kilométrage. Les amortisseurs doivent également être changés. Auparavant, seul le bloc silencieux arrière du bras triangulaire avant, les rotules et les jambes de force stabilisatrices étaient livrés. Vous pouvez compter sur leur remplacement avec un kilométrage environ 2 fois moins élevé. Si la suspension arrière de la voiture est équipée de jambes de force niveau mat avancées, il sera probablement plus facile de les remplacer par un ensemble de ressorts et d'amortisseurs conventionnels, car le coût de ces jambes de force est trop élevé. De plus, la pratique montre que cela n'affecte en rien la contrôlabilité. Les transmissions manuelles ne posent aucun problème ici, mais elles sont extrêmement rares. Mais en général, la transmission d'un véhicule lourd est surchargée, ce qui affecte sa durée de vie. Des difficultés surviennent même avec l'arbre de transmission et les transmissions. L'arbre est trop pressé par le système d'échappement et ses joints tombent en panne beaucoup plus souvent que sur les voitures particulières. Les joints homocinétiques des roues motrices sont principalement endommagés lors de la conduite hors route. Pourtant, il s'agit d'un crossover et non d'une Jeep sérieuse. Une faible protection et une faible garde au sol rendent les déplacements sur les ornières très coûteux. L'embrayage Haldex de la traction arrière s'est également avéré plutôt faible, mais il ne tombe pas en panne très souvent. Si vous changez l'huile à temps, son système hydraulique dure normalement jusqu'à un kilométrage de 200 000 km ou plus. Curieusement, la boîte de vitesse angulaire de la transmission automatique tombe en panne. Elle a parfaitement fonctionné avec 2 générations de voitures particulières Volvo, mais a perdu du terrain sur le crossover lourd.
Les cannelures de l'entraînement peuvent être coupées ou les roulements peuvent tourner, ce qui nécessite soit le remplacement du boîtier, soit de sérieux travaux de plomberie pour restaurer sa géométrie. Cela ne sert à rien de les diaboliser, même si la ressource sur un SUV lourd est clairement insuffisante. Avec des vidanges d'huile régulières au moins une fois tous les 60 000 km, elles peuvent durer 200 000 km. Si vous réparez plus souvent et plus rapidement les garnitures de blocage des moteurs à turbine à gaz faible, c'est encore plus. Cependant, les propriétaires ne se soucient généralement pas des vidanges d'huile, d'un refroidissement supplémentaire ou du remplacement du beignet. La boîte de vitesse est simplement amenée en révision à un kilométrage de 120 à 160 000, puis elle est réparée avec plus ou moins de succès, et ainsi de suite jusqu'à la prochaine panne mondiale. Heureusement, ils maîtrisent les réparations et il y a suffisamment de pièces de rechange. L'Aisin 55 à 51 est équipé de solénoïdes de corps de vanne et peut les réparer. Pour les cas graves, des groupes hydrauliques assemblés sont disponibles à la vente. Si votre transmission est vivante, il est fortement recommandé d'installer un grand radiateur de transmission automatique à distance et de surveiller son fonctionnement. Et une vidange d'huile tous les 30 000 est partielle ou tous les 50 complète. Ou plus souvent, si vous aimez vous déchaîner. La durée de vie des revêtements des moteurs à turbine à gaz est ici, je le répète, très courte. Et si les boîtes Aisin sont encore capables de soulager le propriétaire des soucis pendant plusieurs années, alors GM ne le permet pas. Une pompe à palette tombe souvent en panne de façon inattendue, il suffit d'un peu de contamination par l'ATP et d'une surchauffe. Les chaînes s'étirent et le corps de la vanne se bouche. Bonne nouvelle aussi, des chaînes renforcées, des embrayages, des moteurs à turbine à gaz et des radiateurs pour cette boîte sont disponibles à la vente. Il suffit de chercher un peu. Au lieu d'une autre réparation, telle qu'elle était, effectuez un réglage simple de la transmission automatique. Mais la grande majorité des propriétaires ne sont pas enclins à la créativité et investissent simplement à nouveau, maudissant à la fois le moteur et la transmission automatique. Des modèles 2,5T et 2,9T assez réussis ont été installés sur la voiture dès le début. La version 2.5 avec turbine MHITD04 est légèrement plus fiable que la version avec turbine KKK et ne nécessite qu'un remplacement régulier de la courroie de distribution, un réglage en temps opportun du jeu aux soupapes et une surveillance du système de ventilation du carter. Sinon, c'est une très bonne unité, qui a toutes les chances de parcourir plusieurs centaines de milliers de kilomètres avant la première grosse réparation. Je le répète, la durée de vie des bobines d'allumage individuelles est courte, mais ce n'est pas un problème trop grave. La durée de vie du module d'accélérateur sur les voitures des premières années de production était également courte, mais le module italien Magneti Marelli n'a pas été installé ici, vous pouvez donc le remplacer en toute sécurité par une version ultérieure. Sinon, il existe de nombreux capteurs à surveiller. Le système d'admission du moteur 2,9T est sensiblement plus complexe et comporte 2 turbines, ce qui augmente le coût des réparations et le risque de problème, ainsi que la charge sur le système de refroidissement. Mais dans l'ensemble, ce moteur a une bonne ressource, même s'il coûtera beaucoup plus d'argent aux propriétaires que 2,5, et pas seulement pour l'essence. Le 6 cylindres en ligne atmosphérique 3.2 est bien plus intéressant. Il est de loin le moteur le plus fiable du XC90. L'absence de suralimentation réduit considérablement le nombre de pannes et l'intensité du travail de maintenance, la chaîne de distribution a une durée de vie constamment élevée et le moteur ne comporte pratiquement aucun composant faible. Il ne demande pas d'entretien et supporte même les énormes intervalles d'entretien de 20 000 km que le constructeur a utilisés pour finir ses moteurs en 2006 à 2010. La consommation de carburant est légèrement supérieure à celle du 2.5 suralimenté, mais bien inférieure à celle du 2.9T. Le V8 4.4 de Yamaha a été installé, en plus du XC90, également sur le S80 MK2. Sur un crossover, un gros moteur est plus nécessaire, mais il n'est pas très apprécié parmi nous. Il est intéressant de noter qu'il n'est pas beaucoup plus puissant que le 2.9 turbocompressé et qu'en termes de fiabilité, il est quelque peu en retard en raison de la disposition dense infructueuse, de la courte durée de vie des chemises d'arbre d'équilibrage et de la durée de vie limitée de la chaîne de distribution. Et la prévalence des voitures équipées de ce moteur n'est pas si grande. Pour la plupart des services, cela reste exotique. Un problème commun à tous les moteurs à essence est la haute tension du système de refroidissement, la contamination des radiateurs et la panne des ventilateurs du système de refroidissement, comme dans les berlines. Il est également recommandé de vérifier régulièrement l'état des moteurs de ventilateurs et, si nécessaire, de les remplacer, de préférence par des moteurs non originaux.
Vous ne pouvez pas installer sur cette voiture une protection de carter, ferme collective, constituée d'une seule tôle. Cela augmente considérablement la température dans le compartiment moteur, provoque des problèmes avec le système de refroidissement du moteur et endommage presque toujours la transmission automatique. Les moteurs diesel sont représentés par deux variantes du moteur D5 244T, T4 et T5. Ils diffèrent peu, disposent d'un système d'alimentation common rail et sont généralement reconnus comme l'un des moteurs les plus performants pour un crossover. Il y a un minimum de difficultés avec eux. Il s'agit tout d'abord de problèmes typiques diesel, sous la forme du système d'alimentation et de la vanne EGR, ainsi que de petites questions sur le système de ventilation du carter et le collecteur d'admission. Moteur suralimenté, il convient de rappeler que la protection du refroidisseur intermédiaire est trop faible et qu'il existe un risque de dépressurisation de l'admission en raison de dommages au support du groupe motopropulseur. Ceci conclut les informations sur les problèmes du Volvo XC90. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.